Ma fiancée a dit, je donne ta moto à mon frère pour son anniversaire. De toute façon, tu es trop vieux pour en faire. J'avais 34 ans, et j'avais construit cette moto de A à Z sur une période de 5 ans. J'ai répondu, touchy, et c'est fini entre nous. Elle l'a fait remorquer pendant que j'étais au travail. Quand je l'ai déclaré volée, son frère a été arrêté lors d'un contrôle routier. Moi, un homme de 34 ans, je suis usineur. Je travaille sur un tour à commande numérique dans un atelier de fabrication de précision qui produit des composants aérospatiaux. Je fais ça depuis 12 ans. Je gagne environ 71 000 $ par an, ce qui est un bon salaire pour le métier. Je suis doué de mes mains. Je suis patient avec le métal. Je peux maintenir une tolérance de plus ou moins de 10 millièmes de pouce sur une pièce en titane. Ce genre de précision n'est pas possible si vous êtes une personne négligente. Je vous raconte ça, parce que je veux que vous compreniez que cette moto n'était pas un jouet. C'était un projet d'ingénierie de 5 ans, réalisé par quelqu'un qui usine des pièces d'avion pour gagner sa vie. La moto. Laissez-moi vous parler de la moto. J'ai commencé sa construction à 29 ans. C'est un café raceur customisé, basé sur un cadre de Honda CB 750 de 1978 que j'ai trouvé dans un marché aux puces pour 400 $. En 5 ans, je l'ai entièrement reconstruite. J'ai usiné moi-même les supports de moteur, les couvercles de soupape et les repose-pieds, à l'atelier, après mes heures de travail et avec la permission de mon patron. J'ai refait le moteur, un démontage complet, nouveau piston, nouveau segment, nouvelle chaîne de distribution, rodage des soupapes à la main. J'ai soudé moi-même la modification de la boucle arrière. Je l'ai peinte dans le garage d'un ami sur 3 week-ends. Vert anglais de course, avec une unique bande crème. L'investissement total est d'environ 14 000 $ en pièces, matériaux et services que je ne pouvais pas faire moi-même, peinture en poudre, sellerie de la selle, câblage final, faisceau. Cela ne compte pas les quelques 1200 heures de mon propre travail. Si je facturais mon temps ne serait-ce qu'à 30 $ de l'heure, on parlerait de 36 000 $ juste pour la main-d'œuvre. Mais je ne l'ai pas construite pour l'argent. Je l'ai construite parce que construire des choses, c'est ce que je suis. Chaque boulon, chaque support, chaque soudure sur cette machine porte la marque de mes mains. C'est, sans aucune exagération, l'objet le plus significatif que je possède. La moto est immatriculée et le titre de propriété est à mon nom. L'assurance est à mon nom. J'ai toutes les factures, chaque commande de pièces, chaque photo du processus de construction, tout est organisé dans un dossier sur mon ordinateur. Plus de 400 photos documentant toute la progression sur 5 ans, d'un cadre nu sur un support à une moto fonctionnelle et prête à rouler. Ma fiancée n'a jamais aimé la moto. Elle a été honnête à ce sujet dès le début de notre relation de 3 ans. Elle pensait que les motos étaient dangereuses. Elle trouvait que le temps que je passais au garage pour l'entretien était obsessionnel. Elle appelait la moto « ton autre copine », sur un ton qui n'était qu'à moitié une blague. Je respectais ses inquiétudes. Je portais un équipement complet à chaque sortie. Je ne l'ai jamais forcée à monter dessus. Je roulais peut-être 2 fois par mois. Le dimanche matin, sur de courts trajets, de retour pour le déjeuner. Ça ne dominait pas notre vie. C'était un hobby. Mon hobby. Elle travaille comme hygiéniste dentaire. Elle gagne environ 55 000 $. Elle est pragmatique, organisée, et elle a des opinions bien arrêtées sur la manière dont les autres devraient dépenser leur temps et leur argent. Quand nous nous sommes fiancés, environ 8 mois avant cette histoire, l'une des premières choses qu'elle a dites était « Je suppose que la moto disparaîtra une fois que nous serons mariés, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Non ». Elle a dit « On en reparlera ». J'ai dit « Il n'y a rien à discuter. La moto reste ». Cette conversation a eu lieu 3 fois de plus au cours des mois suivants. Chaque fois, sa position se durcissait. Il ne s'agissait plus seulement de sécurité. C'était une question de maturité et de priorité. Elle disait qu'un homme de 34 ans, fiancé, ne devrait pas jouer avec des motos. Elle disait que l'espace du garage serait mieux utilisé pour du rangement. Elle disait qu'elle voulait transformer le garage simple en un bureau à domicile pour elle. Chaque fois, j'ai dit non, la moto reste. Puis, il y a environ 5 semaines, elle a impliqué son frère. Son frère a 26 ans. C'est un voiturier dans un hôtel. Il gagne peut-être 28 000 $ avec les pourboires.
Ce n'est pas un mauvais garçon, mais c'est le genre de personne qui est toujours entre deux choses, entre deux emplois, entre deux appartements, entre des plans qui ne se concrétisent jamais vraiment. Il parlait de vouloir une moto depuis environ 1 an. Il n'avait pas le permis pour en conduire une. Il n'avait pas l'argent pour en acheter une. Il n'avait pas la discipline pour en construire ou en entretenir une, mais il en voulait une. Et dans leur famille, vouloir quelque chose était apparemment l'étape 1 d'un plan en 3 étapes, où les étapes 2 et 3 consistaient à ce que quelqu'un d'autre le fournisse. Ma fiancée m'a fait asseoir un mardi soir et a dit, très sérieusement, j'ai décidé de donner la moto à mon frère pour son anniversaire. C'est le mois prochain. Il a toujours rêvé d'avoir une moto. Tu ne la conduis presque jamais. Et honnêtement, tu es trop vieux pour être sur ce truc, de toute façon. J'ai 34 ans. 34. Je suis un usineur qui peut soulever 140 kilos au soulevé de terre et je joue dans une ligue de softball le mercredi. Je ne suis pas exactement en train de demander une carte de retraité. J'ai dit, tu ne donnes rien à personne. C'est ma moto. Je l'ai construite. Elle a répondu, nous allons nous marier. Ce qui est à toi est à moi, et je pense que c'est un cadeau généreux qui résout 2 problèmes. Mon frère obtient ce qu'il veut et nous récupérons l'espace du garage. Le titre de propriété de cette moto est à mon nom. Elle est immatriculée à mon nom. Elle est assurée par moi. Ce n'est pas un bien matrimonial car nous ne sommes pas encore mariés. Et même si nous l'étions, tu n'as pas le droit de donner unilatéralement la propriété de quelqu'un d'autre. Tu es égoïste. C'est une moto. C'est mon frère. Je l'ai regardé et j'ai dit très clairement, touchy, et c'est fini entre nous. Elle a levé les yeux au ciel. Tu mettrais fin à des fiançailles pour une moto? Je mettrais fin à des fiançailles parce que quelqu'un a volé ma propriété. Oui. Elle m'a traité de dramatique et est allée se coucher. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je croyais sincèrement que la conversation était terminée. C'était mon erreur. 2 semaines plus tard, un jeudi, je suis parti au travail à 6 heures du matin, comme toujours. Je suis rentré à 16h30. Je me suis garé dans l'allée, j'ai ouvert le garage. La moto avait disparu. La bâche était par terre. Le chargeur de batterie était débranché et soigneusement enroulé sur l'établi. L'endroit où ma moto était restée pendant 3 ans était vide. Juste des taches d'huile sur le béton où elle avait l'habitude de goûter. Je suis resté dans ce garage pendant environ 30 secondes. Puis je suis entré dans la maison. Elle était sur le canapé, l'air de rien, en train de regarder quelque chose sur son téléphone. Elle a levé les yeux et a dit, « Avant que tu pètes un plomb, où est ma moto ?» Je l'ai fait remorquer chez mon frère. C'est son cadeau d'anniversaire. J'ai organisé ça avec un camion plateau ce matin après ton départ. C'est fait. Et honnêtement, une fois que tu te seras calmé, tu verras que c'était la bonne décision. Qui l'a remorqué? Une société de remorquage. Je les ai trouvés en ligne. Tu as signé pour le remorquage? Oui. Pour un véhicule qui ne t'appartient pas, qui n'est pas immatriculé à ton nom, et pour lequel tu n'es pas assuré? Elle a cligné des yeux. Cette question ne lui était pas venue à l'esprit. J'ai dit, j'appelle la police. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu vas appeler la police pour une moto? Ils vont te rire au nez. Mon véhicule, avec titre de propriété, immatriculation et assurance, a été retiré de ma propriété sans ma connaissance ni mon consentement. C'est du vol. Ce n'est pas du vol. Je suis ta fiancée. Je vis ici. Tu ne possèdes pas la moto. Tu ne possèdes pas cette maison. Ton nom n'est ni sur le titre de propriété, ni sur l'immatriculation, ni sur l'assurance. Tu as fait remorquer un véhicule qui ne t'appartient pas et tu l'as donné à quelqu'un d'autre. C'est la définition même du vol. J'ai appelé le numéro non urgent de la police depuis le garage. Elle m'a suivi, soudainement moins confiante. Elle a dit, « Tu vas vraiment faire ça ?» Et j'ai répondu, « Je t'avais dit ce qui arriverait. » Tu l'as fait quand même. L'agent qui est venu était professionnel. Il a pris ma déposition. Je lui ai montré le titre de propriété, que je garde dans mon coffre-fort ignifugé. Je lui ai montré la carte grise. Je lui ai montré la carte d'assurance. Je lui ai montré les photos du processus de construction sur mon téléphone, prouvant que la moto était la mienne.
Je lui ai donné la description, Honda CB 750 de 1978, café raceur customisé, vert anglais de course avec une bande crème, modification spécifique. Il a demandé à parler à ma fiancée. Elle lui a dit qu'elle était ma fiancée et que nous avions un désaccord sur un bien partagé. Il lui a demandé si son nom était sur le titre de propriété. Elle a dit non. Il a demandé si elle avait une autorisation écrite pour déplacer le véhicule. Elle a dit non. Il a dit, Madame, cela constitue un usage non autorisé d'un véhicule à moteur. Elle s'est mise à pleurer. Il n'a pas semblé ému. Il a rédigé un rapport. Mise à jour 1. 6 jours plus tard. Voici ce qui s'est passé après le rapport de police. L'agent m'a dit que, puisque je savais où se trouvait la moto, à l'appartement de son frère, je pouvais fournir cette information et ils essaieraient de la récupérer. Je leur ai donné l'adresse. Je leur ai aussi dit que son frère n'avait pas le permis moto. L'agent l'a noté. 2 jours après le rapport, j'ai reçu un appel de l'inspecteur chargé de l'affaire. Il a dit qu'il n'avait pas encore récupéré la moto à l'adresse de son frère, car il n'était pas chez lui quand ils sont passés. Il a dit qu'ils essaieraient à nouveau. Pendant ce temps, ma fiancée était passée des larmes à une fureur totale. La nuit après le rapport de police, elle m'a tout reproché. Tu as appelé les flics sur mon frère. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il pourrait se faire arrêter. Il est en possession d'un véhicule volé. Oui, il pourrait se faire arrêter. Ce n'est pas volé. C'est moi qui lui ai donné. Tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est comme si j'entrais chez un concessionnaire et que je donnais la voiture de quelqu'un d'autre à mon ami. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes fiancés. Nous allons bientôt nous marier. Tout dans cette maison, nous ne sommes plus fiancés. Ça l'a fait taire. J'ai sorti la bague de ma poche. Je la portais sur moi depuis le jour où j'ai trouvé le garage vide, car je savais que ce moment arriverait. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. C'était une bague à $3 800. Modeste selon les standards d'Internet, significative selon les miens. Elle l'a fixée du regard. Tu mets fin à tout ça pour une moto? Je mets fin à tout ça parce que tu m'as volé, que tu as ignoré ma limite explicite, et que ta réaction en te faisant prendre a été de me dire que je surréagissais. Ce sont 3 raisons distinctes, et n'importe laquelle d'entre elles serait suffisante. Elle a pris la bague, l'a remise dans sa boîte et a dit, je la garde. Cette bague était un cadeau conditionnel, dépendant du mariage. Nous ne nous marions plus. Dans cet état, la bague revient au donateur lorsque les fiançailles sont rompues. Depuis quand es-tu avocat? Depuis environ 4 heures après que tu as volé ma moto. J'ai fait quelques recherches. Elle est partie cette nuit-là, chez ses parents, emportant la bague avec elle. J'ai documenté le fait qu'elle l'avait prise, et je l'ai ajoutée au dossier. La bague était un combat pour un autre jour. La moto était la priorité. Maintenant, son frère. Son frère, le garçon dont c'était l'anniversaire, le voiturier de 26 ans qui avait maintenant un café raceur customisé valant 5 à 10 fois son budget annuel de loisirs, garé sur sa place de parking, ne m'a pas contacté, ne s'est pas excusé, et n'a pas offert de rendre la moto. Au lieu de cela, il a fait probablement la chose la plus stupide qu'il aurait pu faire. Il l'a conduite. Sans permis moto. Sans assurance, mon assurance était sur la moto, mais j'avais déjà appelé mon assureur pour la déclarer volée, ce qui signifiait que la couverture était suspendue en attendant l'enquête. Sans immatriculation à son nom. Il est juste monté dessus et a fait un tour. Je le sais parce qu'un de mes amis l'a vu. Mon ami était à une station-service et a vu ma moto, mon inimitable café raceur vert anglais que peut-être 3 personnes dans toute notre agglomération reconnaîtraient, arriver avec son frère dessus. Mon ami a pris une photo avec son téléphone et me l'a envoyée. Son frère ne portait pas de casque. Sur ma moto construite à la main. Sans permis, sans assurance. J'ai transféré la photo à l'inspecteur avec l'heure et une note disant « Le sujet utilise le véhicule déclaré volé sans permis moto ni casque ». 3 jours après cette photo, son frère s'est fait arrêter lors d'un contrôle routier de routine. L'agent a vérifié la plaque d'immatriculation. La moto est apparue comme étant déclarée volée. Son frère a été arrêté sur le champ. Les chefs d'accusation, possession de biens volés, une félonie dans mon état pour un bien d'une valeur supérieure à $1 500,
et conduite d'une moto sans le permis approprié, un délit. La moto a été mise en fourrière comme preuve, pas encore restituée. La mise en fourrière dépendait de l'issue de l'affaire. Cette partie faisait mal. Ma moto était dans une fourrière de la police, mais c'était mieux que sur le parking de son frère, conduite sans casque par un type qui ne saurait pas différencier un carburateur d'un pot catalytique. Son frère a appelé mon ex depuis la prison. Mon ex m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal que j'ai sauvegardé. Le message disait, et je veux être précis ici, mon frère est en prison à cause de toi. Il ne savait pas qu'elle était volée. Je lui ai dit que je la lui donnais. Il n'a jamais été arrêté avant. Si tu ne retires pas les charges, mon père va te rendre la vie très difficile. Tu vas le regretter. Mon père va te rendre la vie très difficile. C'est une menace. J'ai sauvegardé le message vocal, je l'ai transféré sur mon email et je l'ai sauvegardé ailleurs. Son père m'a appelé le lendemain. Son père est un chauffeur-livreur de colis à la retraite. Un grand gaillard, voix forte. Le genre d'homme qui a des opinions bien arrêtées sur la loyauté et la famille, et qui les exprime à un volume qui fait grésiller le haut-parleur de votre téléphone. Tu dois sortir mon fils de là. Votre fille a volé ma moto et l'a donnée à votre fils. Votre fils a conduit un véhicule volé sans permis. Ce sont les conséquences de leurs actions, pas des miennes. C'est un gamin. Il a 26 ans. Il ne savait pas qu'elle était volée. Il a reçu une moto d'une valeur de plus de 14 000 $ rien qu'en pièces, de la part de sa sœur qui ne possède pas de moto. À aucun moment il ne s'est posé de questions. Ce n'est pas on ne peut pas, la famille ne se fait pas ça. Nous ne sommes pas de la même famille. Votre fille et moi ne sommes plus fiancés. Et même si nous l'étions, un vol reste un vol. Il m'a traité de lâche. Il a dit que je n'étais pas assez homme pour gérer ça en face à face. Il a dit qu'il venait chez moi. Je lui ai dit que s'il se présentait chez moi, j'appellerais à nouveau la police. J'avais déjà le message vocal menaçant de sa fille de sauvegarder. Il n'est pas venu. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard. Dernière mise à jour. Celle-ci est dense, car beaucoup de choses se sont passées en peu de temps une fois que le système judiciaire s'est mis en marche. Son frère a passé une nuit en prison de comté avant que ses parents ne paient sa caution. La caution était de 2500 $. Ils ont fourni l'argent. Il a été mis en accusation la semaine suivante. L'accusation de félonie pour possession de biens volés était la plus grave. Son avocat commis d'office a demandé au procureur de la réduire, arguant qu'il avait reçu la moto de bonne foi comme un cadeau et ne savait pas qu'elle était volée. Le procureur a examiné le rapport de police et mon dossier de preuve, qui à ce stade comprenait le titre de propriété, l'immatriculation, les documents d'assurance, les photos de la construction, l'échange de SMS où mon ex me disait explicitement qu'elle donnait la moto à son frère, et le message vocal sauvegardé où elle me menaçait après son arrestation. Le procureur n'a pas réduit l'accusation. La preuve que la moto était la mienne était irréfutable, et les SMS de mon ex prouvaient qu'elle savait que je n'avais pas consenti. L'argument de bonne foi de son frère était sapé par le fait que sa propre sœur m'avait texté pour dire qu'elle lui donnait ma moto, ce qui signifiait que la famille savait que la moto n'était pas à elle. Le procureur a dit à son avocat que si le frère voulait plaider la bonne foi, il devrait témoigner que sa sœur lui avait menti sur la propriété, ce qui reviendrait à la balancer en plein tribunal. Son avocat lui a conseillé d'accepter un accord de plaider coupable. L'accord, plaider coupable à une accusation réduite d'usage non autorisé d'un véhicule à moteur, un délit. Peine, 18 mois de probation, 2000 $ de dédommagement à mon égard pour les frais de stockage et de fourrière, et la restitution immédiate de la moto. Il a accepté l'accord. Décision intelligente. La félonie l'aurait anéanti. Mais voici la partie qui a rendu le tout satisfaisant d'une manière inattendue. Parce que le frère a accepté l'accord, le bureau du procureur a ouvert une enquête distincte sur mon ex-fiancée. Elle n'était pas seulement un témoin. C'est elle qui a orchestré le vol. Elle a organisé le remorquage. Elle a signé pour. Elle a dirigé le bien volé vers son frère. L'accord de plaider coupable du frère stipulait explicitement que le véhicule lui avait été fourni par un tiers sans autorisation légale, et ce tiers était mon ex. L'inspecteur m'a appelé environ 10 jours après l'accord du frère. Il a dit que le procureur envisageait des poursuites contre mon ex pour vol d'un véhicule à moteur. Pas possession,
mais vol effectif, car c'est elle qui a fait retirer la moto de ma propriété et l'a transférée à quelqu'un d'autre. Le frère l'a seulement reçue. C'est elle qui l'a prise. Dans mon état, le vol d'un bien d'une valeur comprise entre 5 000 et 25 000 $ est une félonie de classe 3. La valeur documentée de la moto, basée sur les factures de pièces, des constructions comparables et l'évaluation de l'assurance que j'avais soumise, était d'environ 14 000 $. Une félonie pour avoir offert la moto de son fiancé à son frère comme cadeau d'anniversaire. L'avocat de sa famille, ils en avaient engagé un à ce stade, le même qui s'occupait du cas du frère, a contacté le procureur et a proposé un accord. Mon ex plaiderait non-contestation à une accusation de délit de vol, paierait un dédommagement complet pour tous les frais que j'ai encourus et purgerait 2 ans de probation. En échange, le procureur ne poursuivrait pas pour la félonie. Le procureur a demandé mon avis en tant que victime. La personne de liaison avec les victimes m'a appelé et m'a demandé si j'avais des objections à la résolution proposée. J'y ai réfléchi pendant exactement une soirée. Voici ce que j'ai pesé. D'un côté, elle a volé ma moto. Elle avait été prévenue. Elle l'a fait pendant que j'étais au travail. Elle a organisé le remorquage par plateau d'un véhicule qu'elle n'avait aucun droit légal de toucher. Elle l'a donné à son frère qui l'a conduit sans permis, sans assurance, sans casque. Une fois prise, elle m'a menacé. Sa famille a essayé de m'intimider pour que j'abandonne. À aucun moment, personne dans cette famille n'a dit « nous avons eu tort ». D'un autre côté, une félonie la suivrait toute sa vie. Elle est hygiéniste dentaire. La plupart des postes dans le domaine de la santé nécessitent une vérification des antécédents. Une condamnation pour félonie pourrait lui coûter sa carrière et sa licence professionnelle. Elle a 30 ans. J'ai dit à la personne de liaison que je n'avais aucune objection à l'accord pour le délit, mais je voulais un dédommagement complet. 2 000 $ de frais de fourrière et de stockage, 350 $ pour la nouvelle serrure de garage que j'avais installée, et 185 $ pour l'inspection que j'ai fait faire par un mécanicien après la récupération, pour m'assurer que son frère n'avait rien endommagé pendant ses virées sans permis. Dédommagement total, 2 535 $, plus 2 ans de probation, plus une condamnation pour délit de vol à son casier. Elle a accepté l'accord. Elle n'avait pas le choix. La moto a été libérée de la fourrière un mercredi après-midi. J'ai pris ma journée. Je suis allé à la fourrière avec mon ami qui a un camion et une remorque. L'employé de la fourrière a traité la libération. Je suis entré sur le parquet, elle était là, mon café rasseur vert anglais, assise entre une Nissan défoncée et une camionnette de travail, couverte de poussière avec une étiquette de fourrière jaune attachée au guidon. Je suis resté à côté d'elle 1 minute, je l'ai inspectée. Quelques nouvelles rayures sur le réservoir, mineures, probablement de la fourrière, pas de la conduite. Les couvercles de soupape que j'avais usinés moi-même étaient intacts. La selle était sale, mais pas endommagée. Tout le reste semblait en ordre. Mon ami m'a aidé à la charger sur la remorque. Sur le chemin du retour, il a dit « ça va ». J'ai répondu « ça ira une fois qu'elle sera de retour dans le garage ». Nous l'avons déchargée. Je l'ai roulée dans le garage, je l'ai mise sur la béquille centrale, j'ai branché le chargeur de batterie et j'ai mis la bâche dessus. Puis je suis resté là 1 minute, à regarder sa forme sous la bâche. Et pour être honnête, mes yeux se sont embués. Pas à cause du drame, des affaires juridiques ou de la rupture. Parce que j'avais passé 5 ans à construire cette machine de mes propres mains, et quelqu'un avait essayé de me la prendre comme si c'était un meuble dont il ne voulait plus. Et maintenant, elle était à la maison. J'ai fait le ménage, j'ai fermé le garage à clé, nouvelle serrure, clé unique pour moi, et je suis rentré. Les conséquences, brièvement. Son frère a 18 mois de probation et un délit à son casier judiciaire. Il travaille toujours comme voiturier, mais la condamnation signifie que certaines chaînes d'hôtels ne l'embaucheront pas. Certaines font des vérifications d'antécédents pour le personnel voiturier car il manipule des véhicules coûteux. Ironique, étant donné que tout son problème a commencé parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de toucher au véhicule de quelqu'un d'autre. Mon ex a 2 ans de probation et une condamnation pour délit de vol. Elle travaille toujours comme hygiéniste dentaire, pour l'instant. Le délit ne lui coûtera probablement pas sa licence. Les ordres professionnels dentaires se soucient plus des félonies et des infractions liées à la drogue. Mais c'est là. Chaque futur employeur qui fera une vérification d'antécédents le verra.
Chaque demande de location d'appartement qui demande « Avez-vous déjà été condamné pour un crime ?» nécessitera un « Oui ». La bague. Elle l'avait toujours. Mon avocat, oui, j'ai pris un avocat pour cette partie, $1500 d'acompte, a envoyé une lettre de mise en demeure pour la restitution de la bague de fiançailles, basée sur la loi de notre État sur les cadeaux conditionnels. Elle l'a rendue par l'intermédiaire de son avocat dans les 10 jours. Je l'ai vendue pour $2200. La revente, encore une fois, est brutale. J'ai utilisé l'argent pour couvrir mes frais de justice. Perte nette, après le dédommagement et la vente de la bague, environ $1400 de frais juridiques que je ne récupérerai jamais. Considérez cela comme le coût pour apprendre exactement qui j'étais sur le point d'épouser. Sa mère m'a appelé une dernière fois. Elle n'a pas crié. Elle avait l'air fatiguée. Elle a dit, « Mon fils a un casier. Ma fille a un casier. Pour une moto. » J'ai dit, « Pour le vol d'une moto par votre fille et la conduite de celle-ci par votre fils. » Je n'ai pas créé cette situation. Je l'avais prévenue. Elle l'a fait quand même. Elle a dit, « J'espère que tu es heureux. » J'ai dit, « Je ne suis pas heureux. Je suis soulagé. C'est différent. » Elle a raccroché. Ce fut le dernier contact. La moto est dans mon garage. J'ai remplacé la batterie, changé l'huile, nettoyé les carburateurs et je l'ai sortie dimanche dernier pour la première fois depuis que tout ce bazar a commencé. J'ai roulé pendant environ 40 minutes. Douce comme toujours. La note du moteur, ce son particulier du 4 cylindres en ligne de la CB 750 que quiconque en a entendu une reconnaît, a rempli mon casque, et j'ai juste respiré. Je suis rentré, je l'ai garé en marche arrière dans le garage, j'ai mis la bâche et j'ai fermé à clé. Mon garage, ma moto, ma serrure, ma vie. C'est tout. C'est toute l'histoire. 5 ans de construction et 5 semaines de chaos. Et à la fin, la moto est exactement là où elle doit être. Et les gens qui ont essayé de la prendre sont exactement là où ils se sont mis eux-mêmes.